Salut Florian, Bonjour Jérôme et Dunia, Bonjour Florian. on espère que tu vas bien, merci de prendre ce temps pour discuter avec nous. avec plaisir. Alors, tu as réalisé quelque chose d'assez incroyable, il n'y a pas si longtemps que ça, et tu as fait un Pareil. film là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ok. Alors concrètement, l'expédition, ça consistait à traverser l'Europe sans rien. C'est-à-dire sans chaussures, sans équipement, pas de montre, de boussole, de carte, de GPS, rien du tout. Sans passeport et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Et le tout en courant environ 45 km par jour en moyenne. Donc ça représente à peu près 3500-3600 km que j'ai couru en 88 jours. Et l'idée, en fait, c'était de remettre sur le devant de la scène, remettre à l'honneur le corps humain et l'humanité en général, la vie en général, pour montrer que on peut partir avec rien du tout, mais que si on connaît les lois du vivant, qu'on utilise le corps avec le bon mode d'emploi, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, qu'on fait confiance à la vie en général, confiance en l'humanité, et bien à ce moment-là, on trouve tout ce dont on a besoin pour réaliser des choses, sachant que je suis parti avec rien, et on ne peut pas dire mieux, et j'ai pourtant réalisé une expédition qui était, même avec la technologie, ça aurait déjà pu être un défi en soi, et là j'ai réussi à le faire sans rien, grâce à la vie, simplement parce que j'ai suivi les lois de la vie en fait. Sur le plan émotionnel, tu as vécu ça comment? Alors sur le plan émotionnel, pour moi, au fur et à mesure que j'ai réalisé des expéditions, parce que c'était ma première mondiale, j'ai vraiment fait grandir ma confiance en moi et ma confiance en la vie. Ce qui fait que comme je visualisais ce voyage depuis 5 ans, 5 ans de préparation, j'étais vraiment confiant que j'allais le réaliser, que j'allais donner du mieux possible. Ce qui fait au niveau émotionnel, j'étais relativement apaisé. Mais la difficulté, c'était, comme je suis d'une nature introvertie, solitaire, etc., de tous les jours quand même avoir le challenge potentiellement de se sentir rejeté quand on va vers quelqu'un pour manger, pour être logé, d'être incompris, etc., puis de se retrouver un petit peu sur le carreau dans la rue, quoi, complètement seul. Donc moi, ça a été le truc que je suis aussi allé chercher pour le dépasser. Ouais. Mais globalement, à part 2 ou 3 fois où j'ai vraiment cru que j'allais dormir dehors, eh bien, je n'ai pas vraiment stressé par rapport à ça. Des fois, ça montait bien quand même. Et puis, en fait, les fois où j'ai dormi dehors, alors que je n'avais pas décidé parce que personne m'avait hébergé, c'est arrivé 3 fois seulement en 88 jours. En fait, j'ai réalisé que la peur de dormir dehors était plus forte que l'inconfort de dormir dehors. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, quoi. En fait, dormir dehors, être rejeté, etc., c'est pas un drame en soi, quoi. Mais la peur, et quand ça se reproduisait à nouveau, je sentais monter le truc. Et je fais, tu connais déjà l'histoire, tu sais que même si tu dors dehors, ça sera moins pénible et désagréable que d'avoir peur de ça. Mais ça a continué de monter quand même, mais voilà, j'arrivais à désamorcer un petit peu ça. Et donc, on était à ta première expérience. Comment devient l'aventurier que tu es aujourd'hui? Quelle est ton histoire du début pour arriver justement à ces exploits aujourd'hui? Alors, cette histoire, je peux la raconter maintenant avec le recul que j'ai, mais à l'époque, je ne savais pas trop pourquoi je partais à chaque fois en expédition. Avant, mes expéditions, c'était dans les endroits reculés, soit la montagne, soit les zones polaires, là où il y avait quasiment pas d'êtres humains et qu'une nature vierge. Et en fait, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que j'étais vraiment malheureux, pas à ma place dans la société. Et en fait, j'ai assez vite compris, je crois, que c'était pas. Enfin, l'idée d'avoir une famille, une bagnole, un boulot, une piscine, etc. Moi, ça m'a même jamais fait rêver, même une fraction de seconde, quoi. Et c'était un peu ce qui était proposé par la société. Et moi, je me dis, mais jamais je vais me retrouver là-dedans, quoi. Jamais je vais m'épanouir dans des schémas comme ça. Alors, le seul truc qui me faisait rêver à l'intérieur de moi, c'était partir au contact de la nature. Et je ne savais pas pourquoi. En fait, ce que j'ai interprété par la suite, c'est qu'en allant dans la nature, loin des êtres humains, ça m'a permis de me déconditionner des croyances, des habitudes, me reconnecter à la nature, me reconnecter à moi. Ce que j'ai compris aussi la suite après en connaissant les pratiques hygiénistes, c'est qu'à travers les expéditions, je me confrontais aux éléments, au chaud, au froid, à la faim, à la fatigue, contact avec les arbres, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu, etc. Et en fait, je nettoyais ni plus ni moins mon corps de
toutes ces couches de polluants. Top. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant ces 88 jours? C'était vraiment de gérer l'appréhension du soir. C'est-à-dire que dans la journée, il y avait l'effort physique, ça ne me posait pas de problème. Je me sentais complètement libre et en fait, tant que le soleil était haut dans le ciel, je savais que tout était merveilleux, il n'y avait aucun problème, j'allais trouver du fruit, je me demandais pour avoir trouvé du fruit. Tout était, c'était le paradis, pour moi c'était une chance de vivre cette liberté qui est en fait la liberté que je pense que chaque être humain devrait vivre au cours de sa vie, à savoir que la seule responsabilité ou la seule obligation que j'avais, c'était de mettre un pied devant l'autre et de trouver de la nourriture et de quoi, un endroit où dormir. J'avais plus de rendez-vous, Zoom chez le banquier, et ça prend une énergie de dingue, on se rend pas compte quand on est dedans. Et quand on laisse tout ça de côté, on se dit, mais en fait, juste le fait d'être en vie est miraculeux, ça on le touche vraiment. Et mes journées étaient toujours teintées par cette appréhension, bah oui, mais le soir, voilà, le soleil se couche. Et en fait, je crois que c'est ni plus ni moins cette appréhension que l'humanité a ressentie au cours de son évolution et qui fait qu'elle a développé la technologie justement pour se protéger de ces peurs-là, la peur du froid, la peur de la faim, etc. Et j'ai vraiment ressenti ça dans ma chair, cette appréhension qui personnellement, j'ai pas réussi à m'en détacher. Peut-être que c'est pas possible, j'en sais rien, c'était quelque chose de viscéral, j'ai juste pu faire avec. Et c'était vraiment ça qui pour moi était difficile. Et puis quand tu as couru un marathon dans ta journée, que tu fais 10, 15, 20, des fois encore plus de portes, et que tu as des gens qui te regardent avec la peur. Tu vois, je fais 1m65, 55 kg, je me présente poliment, etc. Et des gens, quand ils voyaient mes pieds nus comme ça, ils étaient là, derrière la porte comme ça. Et une fois qu'on avait fini de discuter, ils fermaient la porte à double tour. Des fois, c'est arrivé une fois ou deux où ils appellent la police. Ah oui, carrément. Okay. Et alors que j'étais vraiment très humble, etc. Voilà. Et affronter ce regard soit de peur, de rejet, parfois de dégoût aussi. Ça, c'était pareil, quoi. Surtout quand tu es fatigué et que tu sais que si personne t'aide, t'es dans la rue, quoi. C'est pas je rentre chez moi si jamais les gens sont pas contents et puis je n'ai rien à foutre. Non. Et l'autre challenge, c'était que j'étais quand même fier de ce que je faisais. Et le soir, tu arrives face à des gens en fait qui eux ne comprennent pas du tout ce que tu fais et qui te considèrent plus ou moins un peu comme la lie de la société, tu vois, genre le mec soit le mendiant, soit celui qui essaye de faire un mauvais coup, ou le dealer, ou je sais pas quoi, avec ma banane, parce que s'imaginait que je vendais du shit ou je sais pas quoi. Donc au final, tu fais un truc quand même pas banal, et en fait, la plupart des réactions quand même, quand je frappais le soir, c'était l'incompréhension ou la peur, le rejet, et moi, ce que j'avais naturellement, on te rejette, t'as envie de rejeter les autres, tu vois. Et au bout d'un moment, ça me polluait énergétiquement, mais ça me rendait malade, quoi. Cette énergie de rejeter aussi, en tout cas dans ma tête, pas verbalement, mais dans ma tête, rejeter ces expériences-là. Et au bout d'un moment, je fais, mais attends, là, tu rejettes les personnes parce qu'elles te rejettent, parce qu'elles ne te comprennent pas, et parce que tu ne les comprends pas non plus. Tu es dans le même délire. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Donc, au bout d'un moment, on reste humain et il y avait toujours de la contrariété qui pouvait se manifester. Mais je disais, c'est bon, je sais que tu es là et je comprends, mais voilà, ferme un peu ta bouche. Parce que sinon, tu es exactement comme eux, donc tu n'as rien à dire en fait. Et voilà, c'était vraiment des leçons que j'ai intégrées dans ma chair parce que là, tu ne peux pas te cacher, quoi. Si tu le vis vraiment, il n'y a pas de plan B si ça se passe mal, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti, tu t'es remis en question en fait, dans cette démarche, dans ce que tu faisais, par rapport à la complexité peut-être des journées que tu passais, ou un moment où tu étais moins bien? Est-ce qu'à un moment donné, tu as remis en question toute cette démarche? Oui, c'est arrivé les soirs quand je trouvais pas en fait. La journée, en plus j'ai eu la chance d'avoir 80 jours de soleil sur 88. Ah oui. C'est-à-dire c'était presque impossible, quoi. J'étais torse nu toute la journée. Ça m'a bien chargé en énergie. J'ai eu 80 jours de beau temps et seulement 8 avec de la pluie, donc j'ai vraiment une météo exceptionnelle. C'était complètement surnaturel en fait, qu'il y ait autant de beau temps comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé ça m'a vraiment facilité l'expédition, parce que quand il pleut, qu'on se refroidit, etc.,
c'est beaucoup plus fatigant. Puis pour le moral aussi, pour le moral, quand il y a le soleil, en fait, tout va bien, quoi. Ouais. Et grosso modo, tant que le soleil était haut dans le ciel, moi je me sentais bien. Parce que il y avait un côté aussi symbolique, tu vois, le soleil, tant qu'il est là, tout va bien, tu vois. Et puis dès que je voyais qu'il commençait de baisser vers l'horizon, là il y a les peurs ataviques, j'ai envie de dire, qui commencent de revenir, la peur de où est-ce que je vais dormir, un petit peu comme un animal, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, ces peurs revenaient tous les soirs. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la peur de dormir dehors, en fait, était beaucoup plus forte que le simple fait de dormir dehors. Ouais. C'est-à-dire les quelques fois où j'ai dormi dehors de manière forcée, en fait, une fois que j'avais accepté le truc, en fait, je me rendais compte que c'était pas si terrible. Quoi. Oui, je dors dehors et quoi. C'est l'été, etc. En général, je trouvais une couverture quelque part. Mais la peur, elle, de dormir dehors, était vraiment, difficile, désagréable et forte, quoi. Et même en ayant vécu cette expérience-là d'avoir dormi dehors puis de me dire c'est pas si terrible, les soirs suivants, ça revenait. Alors ça m'aidait quand même à prendre de la distance et à relativiser parce que je me disais tu sais très bien que si tu dors dehors c'est pas un drame. Mais je sentais ce truc monter et je pense que c'est ce que l'humanité en fait elle a vécu au cours des millions d'années d'évolution, cette peur atavique du froid, de la faim, des dangers, etc. Et je pense que c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut vraiment se défaire ou se déprogrammer. Je pense que c'est quand même lié à la structure de l'ego qui est là pour assurer notre survie. Et je pouvais juste accepter cette sensation-là et puis vivre avec cette sensation-là tous les soirs. Et je pense que c'est ça qui a motivé l'humanité à développer la technologie pour se protéger des famines, du froid, et du chaud, etc. Et je pense que c'est vraiment toutes ces peurs ataviques qui font qu'on est parti dans une course aveugle dans le progrès, quoi. Et en reprendre conscience, je pense que c'est ce qui va nous permettre d'utiliser la technologie avec conscience et pas de manière un petit peu comme des enfants qui découvrent un jouet, quoi, qui mettent tout à la bouche, etc. Et là, c'est de se dire, il y a une technologie, donc l'idée, c'est pas de se couper des technologies, et de retourner vivre dans la forêt ou dans une grotte, mais de se dire, une technologie, ça a telle conséquences positives et négatives, donc on va pas l'utiliser de manière inconsciente, et on va l'utiliser quand c'est nécessaire. Ouais. Et en fait, pour moi, l'hygiénisme, c'est ça, c'est-à-dire, c'est recréer dans sa vie suffisamment de stress, avec le froid, le chaud, la faim, la fatigue, pour recréer à minima des conditions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Fonctionner de façon optimale. Il y a eu des moments de craquage, des moments où tu t'as remis en question justement tous ces périples, toute cette aventure. Les différents craquages qu'il y aurait pu avoir, ça aurait pu être par rapport à l'alimentation. Mais j'ai vraiment mangé 100% vivant du début jusqu'à la fin, mais sans me forcer, quoi. Quand bien même, des fois j'avais faim, je trouvais rien. Je frappais à des portes et puis des fois on me proposait des jus de fruits ou des barres de céréales, etc. Et en fait, moi je leur disais non, je mange que des fruits et des légumes crus, vous n'avez pas ça. Et j'étais même pas, même en ayant faim, j'étais même pas tenté de manger ça. C'est un petit peu comme si, tu vois, t'as faim et je te donne ça. T'en veux? Je vais y réfléchir, merci. Voilà, pour moi l'alimentation cuite, etc. C'est plus un aliment pour moi et la question se pose même plus, quoi. Ouais, c'est très parlant ce que tu dis. Voilà. Et donc en fait j'ai pas eu du tout de craquage parce que si je trouvais pas, j'attendais un peu plus loin jusqu'à ce que je trouve un cerisier, un pommier, ou que le soir je trouve chez des gens qui ont suffisamment de fruits et de légumes. Et donc il y a peu de craquage pour ça. C'est plutôt au niveau des papiers, puisque j'étais parti sans papier. Ouais. Et je suis quand même allé jusqu'en Roumanie comme ça, sans papier, ce qui était déjà bien. Puis là-bas je me suis fait arrêter par la police et après ils m'ont dit c'était le long d'une route où il n'y avait qu'une route pour passer et elle était extrêmement contrôlée. J'ai jamais vu une route autant contrôlée par les policiers et donc ça aurait été impossible de repartir. D'ailleurs quand je suis reparti avec mes papiers sur cette route, je me suis fait contrôler 3 ou 4 fois en l'espace de quelques jours près de la frontière. Donc là c'était soit j'arrêtais l'expédition,
Soit à la limite j'aurais pu essayer de tenter de faire un grand détour loin de la frontière, et ça m'aurait rajouté, je sais pas, peut-être une semaine ou 10 jours de voyage. Et comme j'étais déjà physiquement, psychologiquement assez diminué, je voyais juste la fin du truc, et il ne fallait pas quelque chose qui me plombe le moral comme un grand détour. Et là j'étais vraiment, je commençais vraiment d'atteindre mes limites, et je me suis dit bon bah non, c'était convenu dès le départ, si jamais c'est trop difficile sans papier, donc je les récupère. Et là ce qui est marrant, c'est que pour la petite anecdote, c'est que je me fais attraper en Roumanie sans papier. Ils me font pourquoi ils sont où tes papiers? En fait je les ai perdus en Serbie. Et ils me disent bah, pourquoi t'es pas allé les demander en Serbie si tu les as perdus? Je fais parce que en fait j'ai terminé mon voyage en Roumanie, il me reste plus que 10 ou 15 jours, et après il faut que je reprenne le boulot, et en fait si je demande le papier j'aurais pas pu finir mon voyage, etc. Et ils me font t'es passé comment? Je suis passé par la rivière quoi. Et donc ils se sont posé la question, etc. Ils m'ont fait attendre 1 heure, puis je me dis ils avaient l'air assez sympas, etc. Je leur ai montré mon site internet, ils étaient admiratifs, ils me posaient des questions et tout. Et puis je me dis tiens, ça se trouve ils vont me laisser passer quoi. Puis bon, il y avait plein de flics, etc. Avec leurs supérieurs, etc. Donc ils se sont dit que si jamais ils me lâchaient, j'allais me faire attraper plus loin, ça allait avoir le même problème plus loin. Donc ils m'ont rien dit en fait de leur conversation. Ils m'ont dit ils m'ont conduit, ils m'ont ramené en Serbie en fait, enfin devant la frontière serbe. Et là, ils étaient 4 autour de moi, et ils m'ont fait marcher dans une forêt comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me tirer une balle dans le dos, et il n'y a plus de traces comme ça. Et j'étais là, oh mon Dieu. L'empreinte. Et Et là, pareil, le mental, je te débranche, c'est bon, j'ai pas besoin de t'entendre. Est-ce que ça remet en question justement le sens de ce que tu fais à ce moment-là? C'est que tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? J'étais bien tranquille en France, dans la forêt, tranquille, et je me retrouve là avec toutes ces personnes autour de moi, avec le risque potentiellement de mourir, parce que tu penses à ce moment-là, tu es tout seul. Est-ce que ça remet en question justement tout ça, le sens de ta démarche? Bah même pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans mes expéditions, j'ai risqué la mort plein de fois. Je suis pourtant pas du tout d'un naturel casse-cou, tu vois. Et quand je prends des risques, c'est toujours des risques mesurés. Et en fait, ce qui fait qu'à chaque fois, je me lance dans des défis comme ça, c'est que j'ai cette sensibilité de me dire que si je reste chez moi à vivre ma vie en faisant comme si j'avais pas de rêve, non, mais non, ça doit être un truc bizarre, enfin non, j'écoute pas, je laisse dans un coin. Pour moi, c'est comme si justement on me mettait un fusil sur la tempe et qu'on me tirait dessus, tu vois. Pour moi, c'est vraiment du même ordre, quoi. Ouais. Ce qui fait que c'est comme si donc j'avais un flingue quand je suis chez moi, et qu'on me dit tu fais ça et à ce moment-là tu as la vie sauve, tu vois. Ouais. Je le vis en fait, c'est pour ça que j'arrive à libérer autant d'énergie et de volonté, parce que c'est comme si je le vis comme si ma vie était en jeu, en fait. Donc je me dis bon j'ai peur, etc. Mais là je débranche le mental et je veux juste plus réfléchir, quoi. Ouais. Et donc dans la forêt ils m'emmènent comme ça. Je me dis ça se trouve ils vont me tirer une balle dans le dos, quoi. Et je suis là à me poser des questions presque, est-ce que je pars pas en courant dans un costume, je suis non, c'est bon. C'est là où ils vont vraiment me tirer dessus, quoi. Et donc ils me ramènent vers une borne, et cette borne c'est la frontière entre la Roumanie et la Serbie. Puis ils me disent tu passes de l'autre côté de la petite rivière, il y avait juste un petit truc à enjamber, et là-bas c'est la Serbie, tu te débrouilles avec les Serbes parce que tu as perdu tes papiers chez les Serbes. Bon, ils ont été plutôt cool. Donc en fait je les ai trouvés mais super malins, quoi. C'est-à-dire qu'ils se débarrassaient du problème, quoi. Plutôt que d'avoir des paperasses à faire, etc. Ils se débarrassent du problème. Et il me dit si tu reviens sans papier, c'est 1 mois de tôle. Donc ça n'a pas été les mêmes conditions qu'en France. Voilà. Donc là je me dis, de toute façon je suis au bout du rouleau, là j'ai pas envie de finir en mode Rambo, je sais pas quoi. Donc il faut que je retrouve mes papiers. Et il se trouve qu'il y a Hervé Deschamps, un copain qui était venu me filmer sur quelques jours. Et je lui avais donné mes papiers justement parce que je lui avais dit écoute, si jamais ça bloque, etc. Il y a le plan B plutôt que d'arrêter l'expédition. Et en fait, sauf qu'Hervé était parti en vélo jusqu'à une gare pour prendre un avion en Roumanie et repartir chez lui. Et en fait, un truc de dingue, donc j'arrive en Serbie, les premières maisons que je trouve quelqu'un, coup de peau, une de ces personnes m'a vu courir la veille, donc première maison la bonne, ils me prêtent leur téléphone, j'appelle Hervé, je dis écoute, t'es où là?
Il fait, en fait, j'ai loupé mon train. Et en fait, le mec, il m'a donné un billet pour le train suivant. Il s'est planté, il m'a donné un billet beaucoup plus tard, en fait, alors qu'il y avait d'autres trains avant. Ouais. Là, synchronicité. Tu vois, si tu peux pas programmer ça. Et c'est pas du tout le hasard non plus, c'est pas du tout la chance. C'est juste que, voilà, on en a parlé au début. Et donc, Hervé revient m'apporter les papiers. Et puis, le lendemain, il décide, il avait loupé son avion, donc il décide de continuer avec moi encore quelques jours. Et on passe la frontière à un poste frontière avec mon passeport, etc. Donc là, petit couac, parce que ils ont vu en fait que j'étais pas rentré. Ils disent, on vous a pas enregistré, vous sortez. Là, je suis punaise. Et là, je bluffe, le mec impatient, je fais bon, écoutez, c'est bon, quoi, ça fait 10 minutes que vous cherchez. C'est un bug informatique, ça arrive, moi j'ai autre chose à faire, quoi. J'ai presque le mec blasé, quoi. Ah là là. Et du coup, comme je suis sûr de moi, etc., allez, c'est bon, quoi. Ah oui. Et on rappelle quand même que tu es de nature réservée à la base. En plus, donc ça ouais. a vraiment décupler des choses chez toi, révéler des choses en toi, quoi. Ah, joli. Le comédien chez moi, tu vois, est sorti à ce moment-là. Ouais. Et là, avec Hervé, on prend un car pour rejoindre le point où je m'étais fait arrêter. Je ne voulais pas faire 100 bornes de plus, je m'avais assez dans les pattes. Donc là, on prend un car et j'arrive dans la ville où je me suis fait arrêter 24 heures après m'être fait arrêter. Et je retombe en sortant du bus, nez à nez, sur les flics qui m'avaient arrêté. Magique. Synchronicité aussi. Et là, on était dans un parking en fait, où le bus s'était arrêté. Là, les mecs ils me regardent comme ça, tu sais. Et d'un air de dire, mais il se fout de nous, quoi. Lui ils viennent, mais tout juste ils n'ont pas les mots, tu vois. Ouais. Et ils me redemandent mes papiers, tu vois. Ouais. Puis là, je leur tends. Puis ils me font, je crois que tu avais perdu tes papiers. Et là, le comédien revient, je fais, non, j'avais perdu ma carte d'identité, mais je n'avais pas perdu mon passeport. Le passeport, c'était un copain qui l'avait et il me l'a ramené et c'est bon. Puis là, il regarde les papiers, ok, bienvenue en Roumanie. Welcome. Génial. Et ça s'est passé toujours, déjà tu as eu d'autres frontières à passer, est-ce que ça s'est passé de manière facile, il y a eu des complications? Alors, là où c'était vraiment chaud, c'était la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Ouais. Parce que j'avais imprimé des cartes sur Google Earth, des postes frontières pour pouvoir les contourner, voir où est-ce qu'il y avait une rivière, une forêt. Donc mon idée c'était de passer dans la forêt. Là, quand on a des problèmes, il suffit d'aller dans la forêt. Ça c'est vrai dans toutes les situations. À retenir. Des bains de forêt. Il y a tout dans la forêt, il y a de quoi manger, il y a de quoi se ressourcer, se régénérer. Et aussi contourner les frontières, les postes frontières du moins. Et donc j'avais imprimé la carte et puis je voyais une route qui traversait la frontière et j'avais grossi au maximum et je voyais pas de bâtiment, rien. Ça se trouve c'est une petite route de campagne, peut-être qu'elle n'est pas contrôlée. Naïvement je me disais ça. Donc je cours sur cette route et puis à tout moment je suis prêt à quitter la route pour aller dans la forêt pour contourner. Sauf qu'en fait je me retrouve presque nez à nez devant une guérite minuscule où il y a 2 militaires dedans en fait. Et je tombe nez à nez avec eux. Et là, je fais oh punaise. Et là, je fais le mec qui court, qui fait son footing de rien comme ça. Et il me regarde avec un air ahuri parce que je suis pieds nus avec ma tenue de Tarahumara, quoi. Et eux, comme ils ont que ça à faire que surveiller leur truc, un mec louche comme moi, voilà. Donc ils me loupent pas du regard. Ils ont le fusil à l'épaule. Et donc moi, je fais comme si de rien n'était. Je continue la route qui monte au poste frontière 10 km plus haut, je crois. Et puis là, dès qu'il y a un virage, pof, je quitte la route et je fonce dans le bois. Et là, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai mon mental qui me dit mais t'es complètement fou, tu vas te faire tirer dessus, c'est du n'importe quoi, tu vas finir de manière lamentable, etc. C'est le moment où tu mets de côté le mental, si on a compris. Et là, je dis à mon mental, écoute, ça fait 5 ans qu'on prépare le projet, et ça fait 5 ans qu'on sait très bien qu'il y aura des frontières à traverser comme ça. Je sais très bien que ce voyage, je voulais le faire sans papier, donc c'est pas maintenant qu'il faut me donner des leçons. Donc je débranche le truc et continue de parler dans le vide, mais je l'écoute pas. Et là, je traverse un petit bosquet, je me retrouve face à un grillage de 2 mètres, 2 mètres 50, avec une clôture électrique en haut qui heureusement n'était pas active. Et donc je passe par-dessus, et puis après il y a un champ de soja, donc je rentre dans le champ de soja parce qu'il n'est pas très haut. Et là je vois des traces de bottes, c'est une ronde pour les militaires qui contournent par là. Et moi, en marchant, je pose mes empreintes dans la terre glaise, tu sais, à côté des bottes, et je me fais oh punaise.
Quand ils vont voir ça, j'espère qu'ils je me demande ce qu'ils vont se dire. Une battue. C'est ça, c'est l'image que j'ai, quoi. Et je me dis, j'espère que je ne vais pas les rencontrer pendant leur ronde, quoi. Et donc je continue, et là il y a un autre grillage, je m'apprête à le traverser, puis là je suis prêt à monter dessus, puis là en fait je vois une patrouille à pied avec des chiens, pareil, fusil à l'épaule. Je vois une voiture de police et une patrouille militaire en voiture aussi. Et il y a une grande tour de guet aussi qui est en haut. Ouais. Je fais oh punaise. Alors là pareil, je me mets à nouveau à ramper, je traverse plusieurs centaines de mètres le champ jusqu'au bout, après j'arrive dans la forêt. Et là je passe dans la forêt et je fonce en ligne droite, il y avait des ronces, des orties, c'était infesté de moustiques. Et puis c'était une forêt, c'était pas propre comme ici, hein. Ouais. C'était fouillis, il y avait des arbres couchés, etc. Il fallait contourner, il y avait des zones humides. Et là, j'étais vraiment dans un haut niveau de stress. J'étais vraiment centré, aligné. Et, il y avait un stress qui faisait que j'étais comme si j'étais dopé en fait. Donc, je ne ressentais plus la douleur, je ne ressentais plus la fatigue. Et là, je fonçais en mode vraiment militaire, quoi, à fond, en ligne droite. Un instinct de survie aussi, Ouais. peut-être, qui était là. Et je sentais rien, je pouvais passer en les ronces, etc. Insensible. Et là, ça durait sur 10 km comme ça. Et après, j'ai rejoint la première route serbe. Et après, j'ai repris mon voyage comme si de rien n'était. Donc c'est une histoire assez impressionnante. Et il y a un film qui va un peu raconter tout ça. Ouais. C'est ça? L'empreinte donc. Qui porte bien son nom. Et le projet, l'expédition, ça s'appelait Eurotopia, la traversée. Le mélange d'Europe et Utopia. Et le réalisateur, qui est Pierre Bernarias et Alexandre Renou de la boîte de production T-Prod, ont donné le nom que je trouve très bien choisi à l'empreinte pour le nom du film. Et cette équipe, elle m'a suivi, on se retrouvait à peu près une fois par mois pour une ou deux journées de tournage. Et le reste du temps, j'étais tout seul avec ma caméra. Donc c'était pas une équipe qui me suivait, ça aurait faussé sinon l'expérience. Et donc ce film, ça fait 2 ans qu'il est en cours de réalisation, et là ça y est, maintenant il est prêt. Donc ça parle de ton histoire, de ton aventure. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce film? Alors c'est un film qui fait intervenir des spécialistes de l'alimentation, à la fois des nutritionnistes, de l'alimentation vivante, des gens qui ont mené, comme Gilles Lartigot, qui ont mené des enquêtes sur la manière dont est produite la viande. Donc il y a toute une partie d'intervenants sur l'alimentation. Il y a des intervenants aussi sur la course pieds nus pour expliquer les bienfaits de la course pieds nus. Et moi j'ose même dire que sans toutes ces pratiques hygiénistes, la course pieds nus, l'alimentation vivante, j'aurais pas pu réaliser ce que j'ai fait, quoi. Parce que ça demandait vraiment que mon corps soit utilisé et donne son meilleur potentiel. Et avec des chaussures, une alimentation classique, je sais très bien que je me serais blessé, quoi. Et donc ce film, il va être là pour voilà. C'est un film grand public. N'importe qui, à n'importe quel âge peut regarder ce film, qui permet de s'ouvrir à une autre manière de vivre, une autre manière de regarder le monde, avec une approche à la fois cartésienne, aussi avec une dimension spirituelle. Et ça parle, je pense que ça va parler à beaucoup de spectateurs sur plein de niveaux différents. C'est un film qui est drôle aussi, où je me mets vraiment à nu, à la fois dans les bons moments, mais j'hésite pas aussi à me montrer quand il n'y a rien qui va et que je suis au fond du trou, je me filme aussi et je dis ce que j'ai sur le cœur à ce moment-là. Donc c'est un film vraiment authentique. Et l'idée, ça va être de faire un maximum de projections en France, avec idéalement une journée de projection, une projection le matin et tout le restant de la journée, une intervention de ma part pour donner davantage, répondre aux questions du public, et puis aussi des intervenants qui, moi, m'ont beaucoup inspiré dans ma transition de vie, notamment Irène Grosjean et Franck Lobvet, et peut-être d'autres intervenants éventuellement que j'aurais envie d'inviter. Et l'idée, c'est vraiment que le film soit un petit peu comme là pour réveiller chez les spectateurs cette petite flamme, ces rêves de gosse un petit peu oubliés, raviver
pas le mot, cette idée que en fait tout est possible, comme un enfant qui pour lui tout est possible, on peut lui raconter n'importe quelle histoire, il peut y croire. Et donc en fait ça c'est pour moi c'est vrai, cette histoire c'est un petit peu comme une j'ai envie de dire presque un petit peu comme une légende qui fait que ça évoque des possibles. Et pour moi c'est vraiment ça l'intérêt d'ouvrir le spectateur avec ce film là, et puis derrière d'avoir un discours à la fois rationnel et aussi spirituel, parce que pour moi l'équilibre c'est entre les deux, pour aller plus loin, pour compléter le film, et puis vraiment redonner goût à la vie, et redonner le goût et l'envie de vivre ses rêves au spectateur. Génial. Et le film s'appelle L'Empreinte, mais il pourrait très bien s'appeler Tout est possible. Quelque part, c'est un peu donner une clé à des personnes pour qu'elles puissent vivre elles-mêmes leurs rêves, leur aventure, être l'aventurier de sa propre vie. Exactement, ouais. L'idée c'est pas de vouloir faire une expédition comme j'ai fait, c'est de de se reconnecter à ses rêves, aux aspirations de notre âme, et puis une fois qu'on s'est reconnecté à ça, si le film peut aider les personnes à se dire en fait si je suis connecté à ça, ça veut dire que l'univers, la vie va m'aider à réaliser ça, parce que si c'est au fond de moi, c'est que ça n'attend que moi et mon engagement pour se réaliser dans la matière. À ce moment-là je serai satisfait, le film aura atteint sa cible. Voilà. Du moment qu'on est connecté à ses rêves, en fait c'est vraiment tout est possible, voilà. Et comme n'importe quelle personne, j'ai vécu des moments où je me sens complètement paumé, désespéré, fatigué, où je crois plus en moi, plus en la vie. Je traverse aussi ce genre de moments comme n'importe qui, mais je reste connecté à ça, et une fois que ce moment difficile est passé, je reviens à ça et je redonne l'énergie, la motivation, le travail nécessaire pour continuer d'avancer dans la réalisation de ce rêve. Ça va même donner plus de sens au final et tout. Exactement, oui. Ces moments-là, ça donne plus de sens et plus d'énergie à tout ce que tu entreprends. Et après, quand on a le recul, en fait, on se rend compte que tous ces événements difficiles à vivre, en fait, ils avaient complètement leur place, et qu'ils ajoutent de la beauté finalement à l'ensemble. Et à chaque fois que je regarde ce film, je pleure à la fin. Peut-être qu'au bout d'un moment ça va par se tarir, mais en tout cas là je l'ai vu une dizaine de fois, et à chaque fois je pleure à la fin. Et vraiment l'image qui me vient, c'est je repense à tous les moments difficiles de ma vie, tous les moments dans ma vie où je me suis senti paumé, désespéré, triste, où j'ai hurlé, etc., de tristesse, de douleur, et je me dis en fait c'était pas pour rien, quoi. Ouais. Et franchement ça pour moi ça me touche au plus profond de moi, savoir que tous ces moments difficiles, eh bien, quand on va aller vivre son rêve, et qu'on donne tout ce qu'on a pour aller le chercher, même si c'est pas exactement le résultat qu'on attendait au final, on se fait une idée de ce qu'est notre rêve. Au final, ça prend une forme de maturité, ça évolue, et c'est pas exactement ce qu'on avait rêvé au départ ou imaginé au départ. Mais vraiment l'idée de tout donner en se disant peu importe si je réussis ou si je réussis pas, je veux tout donner pour faire ça. Mais à ce moment-là, on se rend compte que la vie c'est comme une gigantesque fresque où les bons moments comme les mauvais moments ou les moments difficiles forment une forme de perfection, quoi. C'est comme sur un dessin, en fait. Si on regarde un morceau de dessin, on pourrait dire tiens, ça c'est pas très harmonieux, mais si on prend de la distance et qu'on voit le dessin, la réalisation de la vie dans son ensemble, on se dit en fait c'est une fresque merveilleuse, c'est une œuvre d'art. Et en fait moi quand je me sens bien dans ma vie, c'est quand j'ai cette sensation qu'en fait tout est à la fois juste, et les accrochages, les accidents, tout ça, quand on se rend compte qu'en fait tout ça tout était à sa place et tout était merveilleux. Et souvent l'humain il se croit un petit peu supérieur ou déconnecté de la nature, alors que dans la nature en fait si on l'observe on se rend compte que tout est parfait. Tu prends simplement, c'est Frank Lobvet, je parlais de lui tout à l'heure, dans ses conférences il prend l'exemple de l'œil d'une mouche. La mouche c'est pas un animal, il y a personne qui a comme animal totem la mouche par exemple, tu vois, c'est pas trop le truc qui fait rêver la mouche, hein. Et pourtant un œil de mouche c'est un truc tellement incroyable. Il y a des scientifiques qui ont passé des décennies à bosser dessus, qui n'ont encore pas tout compris comment fonctionnait l'œil d'une mouche. Et en fait, si on regarde la nature, qu'on commence de se pencher dessus, comment elle fonctionne, ou sur le corps humain, on se dit, mais c'est d'une perfection, d'une complexité qui dépasse l'entendement.
Et en fait, on se dit, mais en fait, tout est parfait dans la nature. Et en fait, la vision que j'ai de plus en plus, c'est que c'est la même chose pour l'humain. Nous, on a tendance à croire qu'on a des défauts, des problèmes, qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais. Alors qu'en fait, pour moi, c'est les accidents, les mauvais moments, ça fait que mettre en lumière chez les autres, ça fait que aider les autres en fait à se révéler eux-mêmes et à se reconnecter à eux-mêmes. Et en fait, pour moi, même l'humain actuellement dans la société, avec confinement et autres, etc., pour moi, tout reste un chef-d'œuvre, quoi. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes journées type lors de cette aventure? Ouais. Alors, les journées type, grosso modo, je me réveillais vers 6h du matin. J'avais 1 heure et demie de pratique respiration Wim Hof. C'était systématique, à la fois pour détendre les tensions dans les muscles, et puis aussi faciliter la régénération cellulaire au niveau des pieds, parce qu'il y a pas mal de frottements au niveau de la peau. Donc je faisais des visualisations en même temps, d'habitude c'est pas un truc que je fais, les visualisations dans Wim Hof, mais là je sentais que c'était hyper important, donc j'imaginais l'air respirer par les pieds et envoyer toute l'énergie qui s'accumulait dans le corps en direction des pieds, et ça a vraiment fonctionné parce que j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Je faisais de la méditation aussi 1 à 2 fois par jour pour rester vraiment focus sur mon objectif et rester vraiment centré, serein, aligné. Du yoga aussi tous les jours, exposition au froid, douche froide quand il y avait une rivière, une source, un lavoir, je me baignais dedans. Bref, toutes les pratiques, le dos contre un arbre aussi, je trouvais ça hyper efficace, quoi. Quand j'étais épuisé, je m'adossais à un arbre, 20 minutes après je me réveillais, j'étais prêt à partir, quoi. Et donc toutes les pratiques hygiénistes qui existent en fait, je les ai utilisées pendant cette expédition pour que mon corps donne le meilleur de lui-même. Et par exemple, même tu vois la faim, je mangeais pas ma faim tous les jours, et même ça m'aidait. Quand on jeûne de trop, bon, évidemment ça affaiblit, c'est négatif, mais quand c'est juste un jeûne léger, ponctuel, etc., quand j'avais bien mangé, j'étais content, j'étais plein d'énergie et je fonçais. Et quand j'avais pas assez mangé, j'avais faim, mon corps était plus léger, j'étais plus motivé aussi pour aller chercher le prochain arbre fruitier. Et en fait, que j'ai bien mangé ou que j'ai pas bien mangé, en fait, ça m'aidait dans tous les cas pour avancer, quoi. Et la journée, je courais 45 km en moyenne, le plus souvent sous le grand soleil. Je buvais relativement peu, sauf quand ça dépassait les 30 degrés. En dessous de 30 degrés, avec les fruits comme les cerises, etc., je ne sentais pas le besoin de boire. Sinon, je demandais dans des bars, je crois chez des gens pour prendre un verre d'eau, etc. Et puis, quand je trouvais pas assez de nourriture, je frappais aussi chez les gens pour demander des fruits, des légumes. Et puis, donc là, toute la journée, c'était que du bonheur pour les groupes. C'était juste la liberté absolue. Et il y avait juste à mettre un pas devant l'autre. C'était ma seule obligation dans tout le voyage. Et le soir, vers 18h environ, je commençais à chercher une maison. Et des fois, ça m'est arrivé une fois où j'ai même pas besoin de demander, c'est quelqu'un qui vient vers moi dans la rue. Je faisais des respirations Wim Hof. Je faisais respiration Wim Hof et yoga avant de trouver un autre. Parce qu'après, tu es là dans la conversation et tout, il faut être 100% présent à la personne. Donc je faisais ça avant. Et il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour savoir si tout allait bien. Quand on ne connaît pas Wim Hof, ça peut impressionner. Dans la rue, donc elle croyait que je faisais un malaise ou je sais pas quoi. Donc elle est venue vers moi et puis je lui ai dit non, je fais des respirations Wim Hof, je voyage, etc. Puis elle m'a invité comme ça spontanément sans que je demande en fait. Et puis des fois il fallait attendre 2, des fois 3 heures de vadrouille dans les rues, etc. avant de trouver la bonne maison. Et puis des fois, ça arrivait quelques fois où je trouve personne et je dors dans la rue avec un bout de carton trouvé, etc. Voilà. Donc ici nous sommes dans une forêt et on est là dans le cadre du Festival du Vivant. On est très heureux d'être présents et intervenants à ce festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors la fête du vivant, c'est la 2e édition, c'est un événement que j'anime avec ma compagne Florence, Roflo sur les réseaux. On mettra le tag du standard. Voilà, ça fait 2 ans donc on a eu cette idée, notre motivation au moment où on a créé cet événement, c'était de rassembler des personnes
parce qu'on sentait qu'on était tous un petit peu comme des électrons libres et qu'on se rencontrait pas assez en fait. Alors qu'on peut facilement se sentir isolé dans sa pratique et dans sa manière de vivre. Donc on s'est dit on a besoin de créer un événement où les gens vont se rencontrer autour du vivant. C'est pour ça qu'on propose que des choses en fait qui participent au bien-être du corps, à son bon fonctionnement. Donc alimentation vivante à 100%, avec la bonne cuisine de Véronique de la Fourchette Crue. C'est génial, on met aussi le tag juste en dessous. Voilà. On le recommande fortement. De la super cuisine, vraiment fine et très, très digeste pour de la cuisine, c'est vraiment top, avec des buffets de fruits à volonté. Et puis on choisit aussi des intervenants, qui vont parler de santé naturelle, d'alimentation vivante. Pour ça il y avait Irène Grosjean. De libération des émotions, il y avait David Tal et Johanna Chaleur pour parler de ça. Il y avait Bernard Clavière pour nous parler de jeûne, Philippe Guillemant pour nous parler justement du pouvoir de la conscience, comment est-ce que la conscience, la pensée modifie notre futur en fait. Il y avait aussi Gilles Planchon qui était là pour nous présenter un super aliment, la spiruline, qu'on apprécie beaucoup. Génial. On a tous voulu faire, je crois qu'on va tous partir de là à vouloir créer son bassin de spiruline. C'est clair. Ça a été une belle découverte pour nous aussi. Il y avait aussi pour la première fois Léo et Élise de Inspire Potential qui sont venus nous parler principalement de respiration et d'exposition au froid. Il y avait vous également, les alchimistes du vivant, qui avaient fait des ateliers avec Léo et Élise, Animal Flow, respiration, et hier soir un super bain de gong. Et puis encore ce soir, cet après-midi, vous nous réservez un petit truc, donc on verra. Qui d'autre on a eu pendant cette fête? On a aussi Sylvain de One Lab, Sylvain qui nous a raconté toutes ses expériences autour du retour à la souveraineté individuelle. Romain Clément qui va nous parler tout à l'heure de voyage astral. Enfin voilà, ouais. Donc on a vraiment choisi, on a eu la chance d'avoir des intervenants de premier choix, des références en France dans le milieu de la santé, de la spiritualité. Donc c'était vraiment un honneur pour nous de recevoir toutes ces personnes. Et puis à côté de ça, tous les participants, cette année on est environ 170, tous les participants ont la possibilité les matins de proposer des ateliers comme du yoga, de la réflexologie, des respirations immobles, des bains froids, du qigong. L'année dernière on avait aussi quelqu'un sur les mémoires cellulaires, la numérologie. Enfin bref, plein d'ateliers, cérémonies au cacao cette année, sur les enfants, sur l'allaitement, etc. Bref, plein d'ateliers. Ce qui fait que cette fête, c'est pas tout le monde participe à la création de cette fête. Il y a un esprit de communauté qui se crée, où on se revoit les uns les autres d'une année à l'autre. Et c'est vraiment une grande famille en fait qui se développe autour des valeurs de la santé. Voilà. Et puis aussi, il y avait Claude Bram, la musique qui nous a relié tous les participants et toutes ces interventions. Il y avait Claude Bram qui est venu vraiment nous enchanter hier soir pendant 2 heures avec ses mantras qui nous ont littéralement transportés. Magique. On a beaucoup aimé, comme tout le monde d'ailleurs, présent. On a tous bien chanté. Ouais. Ça fait du bien. Donc c'est 4 jours d'événements l'été. L'année prochaine, ce sera du 24 au 27 août en Chartreuse, au même endroit. Donc si vous voulez ne pas louper l'événement, cette année les places sont parties, les 170 places sont parties en 3 semaines. Donc si vous êtes intéressé par cet événement, inscrivez-vous à la newsletter de freeyourlife.fr ou de floriangomet.com. Vous serez averti dès l'ouverture. Vous pouvez dès maintenant réserver ces 4 jours pour l'année prochaine. Et si on a besoin d'informations justement sur aussi l'empreinte, tu parles aussi de projection du film. Toutes ces informations-là, on les a en s'inscrivant à la newsletter aussi. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise de projection du film L'Empreinte. Ça va arriver dans les mois qui viennent, je pense. Et dès qu'on aura des précisions, toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter seront informées. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas pu participer à la fête du vivant l'année dernière ou cette année, sachez que tout est filmé.
Ouais. Et donc sur notre chaîne YouTube Free Your Life, là, vous pouvez retrouver en fait tous les intervenants. Donc il faudra attendre au moins un mois, j'ai envie de dire 2 mois avant que tout soit en ligne. Ouais. Bah, merci beaucoup Florian d'avoir pris ce temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, j'ai envie de dire le succès de l'empreinte, afin qu'il porte bien son nom, et puis qu'il voyage sur toute la planète, ou le plus loin possible, sur la planète et dans le cœur des gens, et qu'il ouvre des portes et qu'il fasse briller cette petite flamme dans le cœur, dans le regard de chacun, comme quoi vivre ses rêves, c'est possible, et que la vie est vraiment merveilleuse en fait. Voilà. Faut pas grand chose pour pouvoir avoir ces merveilles. Rien, juste la confiance, le bon mode d'emploi du vivant, c'est Ouais. important, et la foi. Un très beau message de fin. Ouais. Merci Florian. Merci à vous pour Merci, votre Florian. invitation et pour ces échanges et pour votre participation à la fête du vivant. Merci. On a Et nous, adoré. on n'a qu'une hâte, c'est d'aller voir justement l'Empraz qu'on n'a pas encore vu. Et on vous en parlera certainement après. C'est sûr. Et puis, ouais, on te souhaite tout ça. On vous souhaite aussi plein de bonheur, plein de joie et un peu plus de vivant chaque jour dans vos vies. Merci. Merci à vous. Goodbye. Ciao.